Alors, je pourrais répondre aux questions du coup à la fin de ce topo parce que les deux se rejoignent un petit peu. Voilà, donc je vais vous faire un petit focus sur le bon usage des antibiotiques en néonatologie. Et donc, vous savez qu'on distingue chez le nouveau-né l'infection précoce et l'infection tardive. Alors, le problème quand même, c'est que parfois c'est compliqué de savoir, de comparer les études parce qu'il n'y a pas de consensus sur la définition de l'infection tardive. Pour certains, c'est après le 3e jour, d'autres après le 7e jour, donc on ne s'entend pas toujours tous sur la même définition. Mais ce n'est pas très grave, ça ne m'empêchera pas de vous passer un certain nombre de messages. Le premier message, c'est qu'il y a une utilisation large des antibiotiques en néonatologie. Voyons cette étude. Donc c'est une étude de cohorte canadienne. Vous avez 14 000 enfants qui sont nés à moins d'1,5 kg. Finalement, il y en a 13 700 qui ont été éligibles pour l'étude. Et sur ces 13 700 de moins d'1,5 kg, il y en a seulement 2069 qui n'ont pas reçu d'antibiotiques au cours du séjour. Ce qui veut dire que 85% des enfants de moins de 1500 grammes avaient reçu des antibiotiques et parmi eux, 76% n'avaient ni infection ni entérocolite. Donc voilà, c'est un exemple de constat que l'on peut faire. Alors, j'ai repris les petits personnages d'Animal Crossing pour ceux qui connaissent. Donc en fait, on utilise beaucoup trop d'antibiotiques en néonatologie, même pour les nouveau-nés qui ne sont pas infectés. Alors vous allez me dire, c'est normal. Et alors, pourquoi c'est normal ? Alors c'est normal parce qu'on a une population à risque en fait. On a des enfants prématurés, de faible poids de naissance, avec des cathéters qui sont mis en place de façon prolongée, pardon, des procédures invasives, les pneumopathies acquises sous ventilation mécanique, qu'elles soient invasives ou non. Et en fait là c'était pour vous montrer que finalement en plus c'est la fréquence de l'infection tardive notamment, elle est inversement proportionnelle à l'âge gestationnel évidemment. Donc on va... L'autre problème, indépendamment de la fragilité de la population, c'est qu'on a des indications basées sur des facteurs de risque larges, des signes cliniques non spécifiques, une biologie qui le plus souvent n'est pas contributive, notamment au début de l'infection, et non spécifique. Et puis on sait aussi qu'il y a des conséquences dramatiques de ne pas traiter ou de traiter trop tard. Donc le problème, c'est qu'il faut trouver celui qui est vraiment infecté parmi les autres, il ne faut pas le rater. Et quand vous voyez que l'infection néonatale bactérienne précoce, il m'a complètement défait mon truc, de 1 pour 1000, chez le prématuré, de moins de 1,5 kg, c'est un peu plus, 11 pour 1000, c'est pas facile. Et donc, pour autant, les antibiotiques ne sont pas sans risque. Il a complètement dézingué mes diapos, hein, je vous prie de m'excuser, mais il m'a tout défait ma mise en page. Voilà. Il faut savoir que, et pourquoi les antibiotiques, c'est pas sans risque ? Eh bien parce que, à court terme, on sait qu'il y a plus de résistance bactérienne, une augmentation du risque d'entérocolite, d'infection secondaire, de décès, altération du microbiote, je vais vous montrer tout ça. Et il y a aussi des effets à moyen et à long terme qu'il ne faut pas oublier, avec un lien avec le microbiote et le système immunitaire qui va être perturbé, avec un risque augmenté d'asthme, d'allergie, de diabète, de maladies inflammatoires intestinales plus tard dans la vie et d'obésité. Alors je voulais vous montrer les résistances bactériennes, vous prouver que ce n'est pas une vue de l'esprit. J'ai repris cette étude qui n'est pas récente mais qui était assez élégante puisque dans un même hôpital il y avait 2 unités, unité A, unité B. Pendant 6 mois, l'unité A a utilisé des bêta-lactamines à large spectre en première intention, amoxicilline, céfotaxine. L'unité B utilisait en première intention des antibiotiques à spectre étroit pour les infections précoces, pénigé-tobra, pour les infections tardives, flucloxacine, tobarnicine. Donc là, vous avez les 6 mois de l'unité A, large antibiothérapie, et là, vous avez le nombre de souches résistantes qui ont été isolées. Vous avez, pendant les mêmes 6 mois en dessous, l'unité B, vous voyez que ça n'a pas de commune mesure. Après, ils ont switché, ils ont croisé les deux. Et donc, pour ce qui est de l'unité A, malgré un passage à une antibiothérapie moins large, il restait quand même des souches résistantes. Et puis dans l'unité B, eh bien, ils ont augmenté terriblement le nombre de souches résistantes. Donc, voilà. Et en plus, là-dedans, le résultat était que le risque de colonisation par une bactérie résistante au traitement empirique du service était multiplié par 18 dans le groupe à large spectre. Alors, c'est inquiétant quand on regarde le top 10 des médicaments utilisés en néonatologie. Vous avez, en première intention, vous avez la Genta, la céfotaxime qui sortent quand même parmi les premiers. Et puis, indépendamment de la résistance bactérienne, ça a des effets chez le nouveau-né. En fait, on sait que vous avez ici, dans cette étude, les auteurs ont regardé la probabilité de mortalité ou d'un outcome composite, évidemment,
délétère en fonction de ce qu'ils appellent l'antibiotic use rate, qui est en fait le nombre de jours d'exposition à au moins un antibiotique sur le nombre de jours d'hospitalisation. Donc vous voyez qu'à partir d'un certain nombre de jours d'antibiotiques, eh ben, vous avez une augmentation exponentielle de la mortalité. Et puis là, vous avez une augmentation linéaire du primary outcome, dont, avec donc, c'était une association décès, morbidité sévère, dont les anomalies à l'ETF. Cette autre étude a montré que, donc ça c'est intéressant parce que là, on va s'intéresser à l'antibiothérapie précoce. Et ça, on y reviendra, donc c'est-à-dire le prématuré arrive dans le service et en fait, on va lui donner des antibiotiques parce qu'il a une détresse respiratoire, donc on va le traiter. Voilà, donc là, vous avez les enfants qui n'ont eu aucun antibiotique dans les premiers jours. Là, ils ont eu 4 jours d'antibiotiques et là, plus de 5 jours d'antibiotiques. Eh bien, ce qu'on observe, c'est que le groupe qui a reçu plus de 5 jours d'antibiotiques a plus de façon significative plus de sepsis secondaire. C'est-à-dire quand vous utilisez largement des antibiotiques à la phase précoce, vous favorisez les infections secondaires à venir. Ils ont montré qu'il y avait plus d'entérocolites. Non, ce n'était pas significatif pardon, pour l'entérocolite. C'était plus de décès aussi. Et donc plus d'infections secondaires. Mais pour l'entérocolite, rassurez-vous, j'ai mes arguments. Cette étude-là a montré qu'il y avait un lien entre le risque d'entérocolite et la durée de l'antibiothérapie précoce. Et en moyenne, quand vous étiez à 6 jours d'antibiotiques, vous augmentiez le risque de 50%. Voilà, donc l'utilisation précoce prolongée des antibiotiques augmente le risque d'infection secondaire, d'entérocolite et de décès. Alors pourquoi? Eh bien, déjà, il faut se rendre compte que quand on donne des antibiotiques à la phase précoce et de façon prolongée, on agit sur le microbiote. Donc ces jolis dessins, c'est en fait la répartition des souches bactériennes, des types bactériens dans les selles d'enfants, selon qu'ils ont été traités 0 jours, 1 à 4 jours ou 5 à 7 jours. Donc vous voyez déjà que, donc ça c'est la première semaine. Donc déjà première semaine, c'est pas tout à fait le même profil, on ne va pas les regarder dans le détail. Ce qui est assez troublant, c'est que pour le groupe 5-7 jours, dès la deuxième semaine, vous voyez qu'il y a une paucité bactérienne, ils n'ont plus que 4 groupes bactériens, et celui qui prédomine, c'est l'entérobactère, qui va d'ailleurs rester relativement prédominant dans les 2 groupes qui ont reçu des antibiotiques. Donc il y a bien une modification du microbiote et qui persiste après 2 semaines. Et dans cette étude, les auteurs avaient montré que les 14 enfants qui avaient reçu la plus forte charge d'antibiotiques étaient aussi ceux qui avaient développé des entérocolites, des sepsis ou étaient décédés. Voilà, il y a cette très belle méta-analyse aussi qui a montré que quand on regarde le microbiote des enfants qui développent une entérocolite, eh bien, la composition bactérienne est différente versus les contrôles qui n'ont pas développé d'entérocolite. Notamment, il y a une baisse significative du groupe des firmicutes, donc qui contient notamment les lactobacilles, bifidobactéries. Il y a une baisse des bactéroïdes et à l'inverse, une augmentation des protéobactéries, dont les shigelles, salmonelles, etc. Donc il y a vraiment une association, en tous les cas, entre le microbiote et le risque d'apparition de l'entérocolite. Donc voilà, il faut donc maintenant améliorer la prescription des antibiotiques en néonat. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien en fait, on va le voir, on peut faire beaucoup de choses en réalité. Alors on va commencer par l'infection néonatale bactérienne précoce et on va traiter d'un côté les nouveau-nés à terme et de l'autre côté les nouveau-nés prématurés. Parce qu'ils sont finalement à l'opposé. Le nouveau-né à terme est rarement symptomatique. Alors déjà, ils sont différents sur, vous savez, leur épidémiologie bactérienne. Mais le nouveau-né à terme, il est rarement symptomatique, mais quand il est symptomatique, et qu'on n'a pas de cause, évidemment, il n'y a pas de discussion, il faut le traiter. Et le problème, c'est qu'il est souvent asymptomatique et qu'il va falloir identifier parmi les nouveau-nés asymptomatiques et ceux qui ont des facteurs de risque, ceux à qui il va falloir donner des antibiotiques. Et je vais vous montrer qu'on raisonne sur les facteurs de risque, la prophylaxie maternelle et la surveillance clinique. A l'inverse, le prématuré, il est rarement asymptomatique. En fait, ça va dépendre de l'âge gestationnel. C'est sûr qu'à 32 semaines, il y en a qui peuvent aller bien, 33 semaines. Pour autant, ils sont presque tous symptomatiques. Et là, ce n'est pas parce qu'ils ont une détresse respiratoire qu'on va leur donner des antibiotiques, mais on va les catégoriser en fonction des circonstances de la prématurité. Alors, pour les nouveau-nés à terme, je rappelle que, mais vous devez déjà le connaître, qu'il y a eu des recommandations HAS 2017 pour les plus de 34 semaines, qui prend en considération les facteurs de risque d'infection néonatale bactérienne précoce sur les caractéristiques maternelles, notamment le portage du strepto-B, la fièvre maternelle en perpartum, la durée de rupture des membranes, et aussi l'antibioprophylaxie qui a été faite pendant le travail. Et je vous rappelle qu'une antibioprophylaxie adaptée, c'est par voie intraveineuse, au moins 4 heures avant la naissance, et c'est uniquement ces molécules-là, c'est-à-dire s'il y a
des tétracyclines qui sont administrées, ça traite la mère, mais ça ne traite pas le nouveau-né parce que ça ne passe pas le placenta. Ça ne protège pas le nouveau-né. Donc, on va considérer de tous les nouveau-nés pour lesquels il y a eu la nécessité d'une antibioprophylaxie ou d'une antibiothérapie maternelle perpartum à risque, et on va mettre en place une surveillance. On ne va pas tous les traiter, on va mettre en place une surveillance clinique. En fonction de ces facteurs de risque, je ne détaillerai pas, on va mettre en place soit une surveillance simple en maternité, soit une surveillance clinique par 4 heures, soit une surveillance clinique et un examen du pédiatre entre 6 et 12 heures. La surveillance clinique, c'est une grille, je ne suis pas rentrée dans le détail, avec fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, coloration, tonus, s'il mange bien, etc. Et ça peut être fait par l'auxiliaire qui est formé à cette surveillance. Et bien sûr, si le nouveau-né devient symptomatique, on va le traiter. Donc ça, c'est le schéma thérapeutique qui est absolument imbuvable et on ne va pas le voir en détail, mais s'il n'y a pas de facteur de risque, je vous signale que pas de signe de gravité. La première intention, c'est un moxgentamicine et on ne passera à des antibiotiques à plus large spectre que s'il y a des facteurs de gravité. Dans tous les cas, on recontrôle, on réévalue à 48 heures. Dans tous les cas, on réévalue à 48 heures et on ajuste l'antibiothérapie, voire on l'arrête. D'accord ? Donc ça, c'est les grands principes qu'il faut retenir. Pour le nouveau-né prématuré, il faut les catégoriser en 2 classes. En fait, ceux à haut risque, finalement, correspondent aux prématurés spontanés, ceux qui sont nés dans un contexte d'infection intra-amniotique ou chorioamniotique, qui sont issus d'un trail spontané, pour lesquels il y a une rupture prématurée des membranes. Donc là, il faut faire une hémoculture à la naissance et débuter les antibiotiques. On considère que si on prend cette catégorie d'enfants, on traitera 6 à 40 sujets pour un enfant vraiment infecté. Si vous prenez l'autre catégorie, les nouveau-nés à bas risque qui sont en fait les prématurités induites, c'est-à-dire c'est toutes les causes maternelles ou les anomalies du rythme cardiaque fœtal, c'est les césariennes, il n'y a pas de trail spontané, pas de rupture de la poche des os. Et bien là, il faut une surveillance clinique et pas de biologie systématique non plus, hein, parce qu'une CRP à 20 à la naissance, moi je ne sais pas ce qu'il faut en faire. Et on accepte une période de stabilisation et les antibiotiques seront débutés s'il n'y a pas d'amélioration clinique ou un enfant qui est vraiment très mal à la naissance, évidemment. Et là, si vous les traitez tous, vous allez en traiter 380 pour traiter un qui sera peut-être infecté. Voilà. Dans tous les cas, ce que vous avez compris, c'est que c'est l'évaluation clinique qui va primer et le contexte de naissance. Il y a une faible place à la biologie. Alors, il y a place pour les prélèvements périphériques, hein, j'en ai pas parlé, et c'est l'hémoculture qui est le gold standard, à condition de mettre au moins 1 millilitre dans le flacon. Sinon, ça ne sert à rien. Et les antibiotiques de première intention, c'est toujours amphigentamicine, même chez le prématuré, sauf si vous avez un tableau sévère ou un traitement maternel prolongé éventuellement qui peut faire penser qu'il y a eu une sélection d'un germe résistant. Et dans tous les cas, il faut réévaluer la pertinence du traitement dans les 36 à 48 heures pour arrêter, poursuivre ou ajuster les antibiotiques. Il est recommandé d'arrêter les antibiotiques après 36-48 heures si l'enfant est asymptomatique. Il n'y a pas d'argument clinique pour une infection et les cultures des prélèvements sont négatifs. C'est une recommandation du NICE hein, d'arrêter si l'hémoculture est négative à 36 heures. Et là, vous aviez une étude où les auteurs avaient évalué un peu si tout le monde respectait, ce qui n'était pas le cas, ces recommandations, puisque vous voyez, ils mettaient que 38% des unités arrêtent à 48 heures. Et par exemple, il avait regardé que si on arrêtait à 24 heures, même versus 36 heures, donc 12 heures de différence sur l'ensemble de la population du pays, c'était en Angleterre, eh bien vous aviez déjà 30 000 doses d'antibiotiques de différence. Donc il faut vraiment réfléchir à la poursuite de l'antibiotique, si elle est justifiée ou non. Alors, concernant les infections tardives, donc là aussi, la clinique, alors elle est non spécifique, c'est souvent une impression clinique. C'est rare qu'on a vraiment un tableau septique franc. Il y a une recrudescence des apnées bradycardie, l'enfant est plus fatigué. En fait, il a des signes cliniques qui sont rencontrés dans beaucoup d'autres situations. Les paramètres biologiques sont souvent peu contributifs, notamment au début. Hein, la CRP et même la PCT ne se décalent pas forcément tout de suite. Et il y a donc de nombreux traitements probabilistes initiés et poursuivis sans arguments solides. Alors, par ailleurs, il y a un autre problème qui est, quand vous avez un enfant qui a vraiment un sepsis avec une... Là, c'est les, comme ils disent, les culture-proven infections, c'est-à-dire les enfants qui ont vraiment une infection. Combien de temps on les traite ? Eh bien, en fait, il n'y a pas de... vous voyez, il y a peu d'évidence sur la durée de l'antibiothérapie de ces enfants. Donc là, dans cette étude, et pourtant, vous voyez, il disait qu'il faut s'améliorer, il proposait un minimum de 10 jours, quand il y avait une hémoculture, 14 jours pour le staph doré, 21 jours pour la méningite, et pour les infections profondes, quelques semaines, voilà. Donc en fait, il n'y a pas d'argument, j'allais dire, solide,
pour définir une durée optimale de l'antibiothérapie dans les infections tardives du nouveau-né. Donc rien n'est vraiment démontré. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter 1. Les diagnostics en excès, 2. La poursuite non justifiée des antibiotiques, 3. Ajuster la durée de l'antibiothérapie quand elle est justifiée, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire actuellement? Limiter les risques infectieux. En fait, déjà, si on avait moins d'infections, on serait moins amené à se poser la question et à traiter. Donc, vous le savez, la cause la plus fréquente d'infection tardive, c'est l'infection à partir du cathéter central. Donc, le mieux, c'est de limiter l'utilisation du cathéter central. Ça veut dire limiter sa durée, donc commencer l'alimentation entérale le plus précocement possible. Et donc, la nutrition trophique, ça débloque bien les entéropathies du prématuré. Et arrêter les antibiotiques 36 à 48 heures après 36 à 48 heures si l'hémoculture est négative et que le nouveau-né est stable. Comme je dis, et je le dis à mon staff le matin, hein, donc vous voyez, il m'aime pas beaucoup dans le service, parce que ne pas traiter l'angoisse médicale en donnant des antibiotiques à l'enfant. Voilà. Et pour l'avenir, donc je sais qu'ici, finalement, vous avez déjà un peu cette utilisation dans certains centres, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour mieux identifier les nouveau-nés infectés. Donc c'est en fait des appareils qui vont être designés dans l'avenir, parce que là, il en existe, mais je pense qu'ils peuvent être plus performants, qui étudient la variabilité du rythme cardiaque, la respiration. Et il y a actuellement une étude européenne d'Iginubi, donc qui a récolté des données et qui doivent être en cours d'analyse par le professeur Pladis à Rennes, pour essayer d'avoir un système le plus discriminant possible sur les nouveau-nés susceptibles d'être infectés. Et puis, je vais vous dire quelques mots sur l'utilisation de la PCT pour ajuster la durée de l'antibiothérapie, puisque je vous ai dit, il n'y a pas de règle et on s'est basé sur rien. Et donc là, il y a actuellement un PHRC national en cours, dont je suis l'investigateur principal, donc je vais vous expliquer, dire quelques mots. Et en fait, cette idée était basée sur ce qui a été fait chez l'adulte, où plusieurs essais cliniques chez l'adulte ont montré que l'utilisation de la PCT intégrée à un algorithme spécifique permettait de diminuer l'utilisation des antibiotiques au cours des infections respiratoires ou des sepsis dans les unités de soins intensifs adultes. Donc c'est toujours des études randomisées avec un bras pratique usuelle et l'autre bras où on utilisait un algorithme avec la décroissance de la PCT et un seuil en dessous duquel on arrêtait, ou alors si la PCT avait baissé de 80%, on arrêtait les antibiotiques. Il y a eu plusieurs études, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais par exemple une des dernières, donc c'est des grosses études qui paraissent quand même dans des gros journaux. Et donc dans cette étude, il y avait donc des patients qui étaient en soins critiques et qui avaient une infection prouvée ou probable. Et l'utilisation de la PCT donc intégrée à l'algorithme avait permis de diminuer la durée du traitement de 7 à 5 jours sans augmenter le décès dans le groupe pour lequel la durée de l'antibiothérapie avait été diminuée. Et donc, il recommandait de rajouter la mesure de la procalcitonine dans l'arsenal, finalement, de réflexion pour la durée de l'antibiotique. Et finalement, l'AFDA, en 2017, a aussi proposé de rajouter la PCT pour déterminer quand est-ce qu'on peut, de façon safe, arrêter, réduire l'antibiothérapie. Et donc, c'était même applicable immédiatement. Voilà. Donc ça, c'était bien sûr pour l'adulte. Donc, il faut maintenant qu'on voit ce que ça va donner chez le nouveau-né. Quand j'aurai les réponses, je vous la donnerai. Voilà. Donc, les antibiotiques sont nécessaires et indispensables pour la survie dans un certain nombre de situations cliniques néonatales. Cependant, leur utilisation doit être raisonnée et raisonnable pour limiter les effets délétères et en particulier l'émergence de bactéries multirésistantes. Donc, c'est vraiment un équilibre bénéfice-risque qu'il faut évaluer chaque fois qu'on va débuter une antibiothérapie, surtout quand l'enfant n'est pas très symptomatique et on va décider de la poursuivre. Et donc, j'aime bien ce titre d'un article qui était paru dans Nature en 2011. Donc, arrêter de tuer les bactéries bénéfiques. Alors, en fait, ce qu'il disait, c'est que si les antibiotiques vont causer à long terme des changements physiologiques, en fait, c'est peut-être pas la peine d'attendre d'avoir vraiment des preuves pour prendre des mesures. Regardons ce qui se passe chez les animaux, notamment donc chez les animaux de ferme pour lesquels il y a eu déjà beaucoup d'études qui ont mis en évidence les effets délétères des antibiotiques largement donnés. Donc, ils avaient notamment dans ce papier montré que le risque de maladies intestinales inflammatoires était augmenté, était relié, voyez, au nombre de traitements. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête de semer des bombes à retardement et qu'on réfléchisse un petit peu sur nos pratiques dans l'utilisation des antibiotiques. Voilà, je vous remercie.
la parole est à la salle s'il y a des questions. Mais je voudrais surtout insister sur 2 points sur lesquels vous avez beaucoup insisté pour les 2 conférences. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup d'interventions qui ne coûtent rien, dont on peut bénéficier tous les prématurés partout dans le monde. Et je pense que l'assistance a bien écouté, l'allaitement maternel, les soins de développement, le pot à pot, le clampage tardif du cordon qui coûte absolument rien, l'usage rationnel de l'oxygène. Donc il y a plein d'interventions. Je pense que c'est extrêmement important. Et puis l'antibiothérapie, il faut savoir commencer, mais il faut savoir arrêter. Et on a publié tout récemment une recommandation de bonne pratique nationale pour l'infection néonatale bactérienne précoce. Je pense qu'il faudrait la diffuser largement pour effectivement être dans l'usage rationnel des antibiotiques, parce que vous l'avez bien démontré, malheureusement, ça coûte cher sur tous les plans. À vous la parole. Non, juste pour dire, est-ce que vous utilisez le héros régulièrement dans vos services? Non. En fait, moi, je ne le connaissais même pas. Et en fait, j'ai appris ce matin, il y a quelques centres en France, mais pas beaucoup qui l'utilisent encore. Et ça coûte cher. Et puis surtout, ce que j'ai compris aussi, c'est que ça dépiste 30% des enfants. Non, nous avons une pratique. Moi, j'en ai 5 et il en a 10, je crois. Nous avons une expérience qui vous met la puce à l'oreille. C'est-à-dire qu'il y a des tableaux américains qui sont clairs. C'est-à-dire quand on a un héros au-dessus de 3, il y a de très fortes chances. C'est-à-dire ça va de 1, 2, 3, et en fonction de la graduation de la clinique, etc., on prend des directions qui sont plus ou moins claires. Alors, donc, de toute façon, nous, c'est ce vers quoi on veut tendre. Je te dis, on attend les résultats de l'étude là, de Patrick Pladis, parce que c'est l'idée. Sauf que c'est de rajouter, je pense, quelques critères supplémentaires pour être encore plus discriminants. Mais tu as dit quelque chose d'important. C'est le héros en face de la situation clinique de l'enfant. Donc, attention à ce genre de machine. Il ne faut pas oublier d'aller regarder l'enfant. Voilà. Je peux intervenir. Merci Delphine des 2 présentations. Donc, en matière, je vais juste intervenir, si vous permettez, sur le héros. C'est vrai, c'est cher l'appareil, mais ce qui est cher, c'est la vie du malade et en plus de ne pas démarrer une antibiothérapie. Ça a été démontré, donc on a une étude qui a été faite à Marrakech, on va la publier Inch'Allah récemment, sur l'utilisation de l'HRO chez les nouveau-nés prématurés. Ça diminue le taux d'hospitalisation, ça diminue le taux de mortalité et la durée des antibiotiques. Donc on a cette étude qui a été faite d'une manière prospective. Il y a le docteur Mahel qui était ici, qui est en train de rédiger l'article. Dans notre contexte, toujours on dit il faut contextualiser. Au Maroc, ce n'est pas la France. Nous, on a une infirmière pour 5 ou 6 nouveau-nés en réanimation. Donc c'est vrai, il ne faut pas toujours lâcher en rond. Il ne faut pas remplacer l'examen clinique. Il faut toujours être vigile en matière d'examen clinique, en matière de surveillance hémodynamique, etc. Mais ça, c'est un outil dans les grands centres, là où on a un problème de personnel et ça donne des résultats. Le deuxième élément, j'insiste aussi sur... Donc, on utilise des antibiotiques d'une manière abusive. Donc, nous, malheureusement, dans les recommandations de 2017 de HAS, c'est contre-indiqué d'utiliser la ceftriaxone. Ici, c'est ceftriaxone de première intention. Et donc ça, il faut arrêter de l'utiliser, s'il vous plaît, mes chers collègues. Amoxicilline, Jonta, si vous avez des éléments d'infection néonatale précoce. La ceftriaxone, ça a engendré des dégâts. On a une étude qu'on a fait avec l'équipe de... Oui, avec... l'équipe de Kremlin B7, oui, sur l'étude épigénétique, c'est catastrophique. Donc, on a déjà communiqué ça l'année dernière. L'article est en cours de publication. Ça modifiait donc le microbiote intestinal. En plus, on a un profil qui est particulier, malheureusement. Le problème, que ce sont des germes multirésistants de l'infection néonatale précoce. Et ça, c'est très grave parce que la maman, il a reçu les antibiotiques, il a une automédication. Et parfois, donc, ce sont des germes du nouveau-né qu'on ressent. La PNG, elle est disponible. Ce qu'il faut, c'est quand vous associez la Junta
quand vous associez l'Agenta, ça j'ai Robert dans mon axe, l'Agenta elle a un spectre relativement large. Donc pour les, tu veux peut-être te dire Robert, mais pour les, par exemple les colis qui peuvent être résistants à la MOX ou à la PNIG, il y a l'Agenta qui est efficace, hein, Robert, tu es d'accord? Est-ce que, je ne sais pas si... peut avoir... C'est très différent l'amoxicilline et l'ampipéros, mais par voie IV, c'est pareil. L'avantage énorme de l'Agenta par rapport à la ceftriaxone, c'est que ça ne touche pas l'écosystème bactérien intestinal. Vous ne modifiez pas l'écosystème bactérien. Avec les aminosides au sens large. Quand tu me dis la situation marocaine avec les BLSE, la seule adaptation qu'il y a à avoir, c'est éventuellement l'Agenta pour l'amicacine. Parce qu'il y a plus de BLSE chez eux que chez nous. Mais c'est le seul adaptation. Sinon, c'est amicacine si vous craignez les BLSE, Genta si vous n'avez pas beaucoup de BLSE. Et l'avantage de la Genta, c'est ça. Sinon, vraiment, la ceftriaxone, comme tu as dit, c'est une catastrophe écologique. Tu l'as dans les selles pendant des jours et des semaines. Et tout ce que nous a montré Delphine sur les conséquences, c'est encore plus avec les céphalosporines qu'avec toute autre chose. Je crois qu'il y avait des questions. Je te rassure, nous non plus, on ne va plus avoir d'amoxicilline IV. Donc ça... Il y a quelqu'un qui... Pour moi, pour les nouveau-nés, avec une longue durée d'antibiotiques, ça déstabilise la flore intestinale. Est-ce que vous associez des probiotiques à ce moment-là? Alors, nous, on ne le fait pas. Le problème, c'est pas... c'est exactement... voilà, il y a les réponses qui me sont soufflées dans la salle, mais c'est vrai. C'est controversé, en fait. Il y en a qui utilisent, il y en a qui n'utilisent pas. Il y a eu des sepsis décrits avec les probiotiques. Donc, moi, je n'ai pas d'avis sur la question, mais en tout cas, on n'en utilise pas systématiquement. Tu as parlé de l'étude de la procalcitonine dans le but d'arrêter les antibiotiques dans l'infection néonatale tardive. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, d'accord. C'était dans le chapitre infection néonatale. Alors, je n'en ai pas parlé. Je connais l'étude Neopins qui a utilisé la PCT dans l'infection néonatale bactérienne précoce, mais c'était dans un groupe d'enfants très particulier. Alors, j'avais la diapo, je ne l'ai pas mise, parce qu'encore une fois, on ne peut pas tout dire. Mais on a eu une étude en France, l'étude Diacor, qui a été menée par Christelle Graleguen de Nantes, qui est en train de dépouiller les résultats. Donc, est-ce qu'il faut rajouter la PCT au cordon? La PCT au cordon pour... c'est au cordon, c'est pas les premiers jours. Parce que Neopins, c'est les premiers jours, mais avec un algorithme, un tableau, avec machin. Christelle, c'est plus subtil, c'est au cordon, donc c'est avant le rush inflammatoire initial. Et donc, on attend ces résultats pour pouvoir dire si on peut ou non l'utiliser pour déterminer les enfants qui sont affectés très tôt à la naissance. Mais c'est la PCT au cordon. Parce que je rappelle que l'étude Neopins, elle est complexe. Hein. C'est d'abord, c'est un algorithme de... Il faut avoir l'évolution de la PCT en fonction des jours de vie, machin. Et puis, il avait ciblé un groupe d'enfants particulier. Voilà. Juste pour apporter un éclaircissement concernant les probiotiques, il y a eu une alerte ministérielle il y a déjà 5-6 ans concernant... un peu moins, concernant leur utilisation chez le nouveau-né particulièrement prématuré. Et il y a donc une non-recommandation de l'utilisation en raison de risques de sepsis à des germes qu'on ne maîtrise pas. Concernant la PCT au cordon, il y a une étude de Nantes, de l'équipe de Christelle, qui est sortie, il y a une qui est sortie il y a 2 ans à peu près, qui montre une valeur prédictive positive et négative d'environ 50% dans un sens et dans l'autre. Ça veut dire que c'est quasiment un tirage au sort avec une pièce qu'on jette, on va dire, voilà, concernant le mouvement de la PCT au cordon et le risque infectieux. Donc il y a déjà une étude qui a été faite. Voilà. Peut-être qu'il y a une deuxième étude qui est en cours, mais celle qui a été publiée il y a 2 ans, elle montre que la valeur prédictive positive et négative est d'environ de 0,5. Je ne sais pas si Umberto est là. Umberto, il n'est pas là? Parce qu'il y a une étude, il y a une règle suisse, les Suisses l'utilisent beaucoup, la PCT et au cordon, et durant les 72, avec un algorithme, ils changent complètement les parce que l'étude Neopins a été faite par un Suisse. Ouais. C'est Stocker, il est suisse en fait. C'est lui. Tout à fait. Merci Delphine d'avoir insisté sur le fait,
on ne traite pas des infections néonatales, mais on traite nos angoisses. C'était un peu provocateur. Ma question est plutôt, il y a une place pour l'antibiothérapie orale, parce qu'on voit beaucoup de papiers dans les... Alors, je te répondrai en première intention non, mais il y a quand même pour les infections à staph alors moi je vais répondre, mais Robert va dire ce qu'il en pense. Ce que l'on fait, c'est-à-dire quand on a une infection secondaire chez un nouveau-né, on commence toujours par voie intraveineuse. Quand on a une hémoculture qui nous montre que c'est une infection sur cathéter, on s'autorise à poursuivre le traitement par l'inésolide Péros. Donc, mais sinon, les autres situations, moi je ne traite pas Péros, mais je suis intéressée. Tu as raison, pour les infections nosocomiales, tu as répondu, oui. Le traitement et le linésolide, par bon. contre, c'est pas mal. C'est très bien pour les staffs. Oui. Pour les staffs. Pour les staffs. Strepto, c'est très oui. bien. Les études dont tu parles, c'est des études d'excellente qualité, mais l'objectif, c'est le strepto B, le strepto B, le strepto B. Parce que dans des pays bien moins développés que le Maroc, mettre une voie d'abord veineuse, c'est juste augmenter le risque. Et là, tu t'aperçois que l'Amox Péros, pour les infections à strepto B chez les nouveau-nés, ça donne le même résultat que la PNIG injectable. Donc, quand on a un problème de ressources, de voie d'abord, et si tu te dis que ton objectif, c'est traiter les infections à strepto B qui sont les plus fréquentes chez l'enfant à terme, c'est une solution. Il y a plusieurs études, hein. Elles sont de très bonne qualité. Il n'y a pas de problème. J'ajoute juste, il y a donc 3 études de grandes études qui ont été publiées dans l'Ancet, 2 qui ont été réalisées au Pakistan et une en Afrique. C'est parce qu'il y a un contexte particulier. Donc les recommandations, comme il a dit, donc, pour le strepto B, d'accord, on peut utiliser l'amoxicilline injectable plus Janta pendant 2 jours. Et pour les 5 jours, c'est l'amoxicilline par voie orale. Ça donnait les mêmes effets dans les 3 études presque. Donc il faut voir le contexte, il faut voir aussi les molécules qui sont disponibles et il faut éviter aussi surtout le taux d'infection nosocomiale et modifier donc le microbiote intestinal. Merci beaucoup, professeur Robert Cohen, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on a fait depuis 8 ans. Les infections néonatales, on les traite pendant 2 jours par voie orale et on prend le relais par voie injectable et on prend le relais par voie orale pendant 5 jours. C'est une pratique de 8 ans. Je suis désolé, j'avais demandé la parole avant et je laisse Abid juste après. C'est Abdelrahman Abid. Là, on met de la voie intraveineuse, il sort avec une... Il revient 2 fois par jour pour une... Et pourquoi pas? Ça serait mieux. Pourquoi pas? Parce que pourquoi pas, c'est la voie orale dans le même effet. C'est pas pour le nouveau-né. Pour tous les nourrissons, on met une voie intraveineuse au départ. Quand ils quittent, ils gardent ce qu'on appelle un garde-veine. Les infirmières ont été formées pour ça. Et on fait toutes les injections. Tu étais très sympathique avant cette intervention. Alors, Moustapha, je pense... Ce que vous êtes en train de faire là, ça a été déjà publié par Logier, Jean Logier, en 85. En 85, il utilisait l'amoxicilline 150 mg kg par jour par voie orale. Ça a été abandonné. Il a dosé l'amoxicillinémie à ce moment-là. Ça a été abandonné parce qu'il y a eu une absorption qui est moins bonne. Je ne suis pas d'accord avec toi, Robert. Je n'ai pas vu les études que tu as lues, mais à l'époque déjà, on a été étudié. Peut-être. Moi, je veux bien des méta-analyses là-dessus. Je vous crois, si vous avez des méta-analyses. Mais pour moi, je reste encore fidèle à la voie intraveineuse parce que si vous avez une méningite, vous allez passer à côté. Alors, comme toujours, tu as raison et tu as tort. Merci, Robert. Alors, tu as raison. Pour moi, c'est impossible de traiter de façon fiable une infection à coli avec de l'amoxicilline Péros. Non seulement pour les résistances, mais même quand la souche est sensible. Je te vois. Parce que les CMI sont tellement hautes que ce que tu décris est parfaitement juste. Il y a une très grande variabilité interindividuelle et pour traiter un coli même sensible, l'amoxicilline est un risque. Maintenant, le strepto B, c'est tout à fait différent
et dans quel contexte est-ce que tu vises? Je vais te donner un exemple. Un colis sensible à l'amox, c'est une CMI à 2. Un streptobé sensible à l'amox, c'est 0,01. Je te répète, 200 fois plus sensible. Ça veut dire que tu as besoin de beaucoup moins d'antibiotiques. Alors moi, qu'est-ce que j'en tire de ces études? En pratique, tu vois ça toi aussi souvent. On commence un traitement antibiotique. On est dans l'infection néonatale précoce. Hein. On commence un traitement antibiotique. Il a une infection. Au bout de 3 jours, il est difficilement piquable. Putain, passez Perros, ne faites pas chier, on va pas lui mettre un cathéter. Tu vois, quand c'est un streptobé. Hein? Quand c'est un streptobé. Quand c'est un streptobé, bien sûr. Quand c'est un colis, on ira lui. C'est ce que je viens. C'est ce que je. On est tout à fait d'accord. Parce qu'après, dans ton rapport bénéfice-risque, tu deviens plus dangereux que. C'est ça la leçon. Par contre, quand c'est un colis, tu me verras jamais passer Perros, même si c'est un colis sensible. Et quand je sais pas. C'est du streptobé. Alors moi, je voudrais revenir jusqu'à ce que tu as dit sur la précalcitonie de l'étude. C'est génial, cette étude. Il faut la faire parce que la majorité des infections tardives, on ne trouve pas le germe. Et il faut se donner des critères d'arrêt. Et tu ne connais pas beaucoup de situations qui récidivent. Ce que j'expliquais hier, dans la durée, on traite une phase aiguë. C'est tout ce qu'on traite. Et se donner des critères, on est tout à fait dans le cadre où les marqueurs biologiques servent. Ce n'est pas du tout contradictoire à ce que je disais hier. Au contraire, c'est-à-dire tu as une situation, tu as un enfant qui est infecté. Malheureusement, une hémoculture, c'est 50% de sensibilité. Ça, de toute façon, tu as traité 3, 4 jours, 5 jours. La PCT d'aide, c'est parfait. Voilà. Oui. Donc, ma question, c'est toujours pour Madame Barakat, par rapport à la voie orale. Vous avez fait donc 8 ans. Combien de cas de retour pour méningite ou bien Alors, le protocole est le suivant. Pour répondre à Mortari aussi qui parlait de méningite, le protocole est le suivant. Lorsqu'on doit traiter une infection sur des critères anamnéstiques, un bilan inflammatoire positif, une hémo qui n'est positive que dans 13% des cas, on fait, nous, systématiquement une ponction lombaire. Ces cas, chez qui on fait ce protocole, sont des cas dont la PL est négative, évidemment. J'ai traité jusqu'à maintenant 8500 patients comme ça, 0 retour, 0 échec. Tu as fait 8000 ponctions lombaires. Et on en a fait beaucoup plus, parce que 8000, c'est juste pour l'infection néonatale bactérienne précoce, Hassan. On a en plus dans le lot les postnatales, les nosocomiales, donc on en fait plus. Docteur Rabé. Bonjour docteur, j'ai une question s'il vous plaît. S'il vous plaît docteur, quels antibiotiques utilisez-vous dans l'infection nosocomiale? Alors de première intention, habituellement on met claforan, vanco, ginta dans les infections secondaires. Et là, on a peut-être, c'est ce qui se fait dans la majorité des centres. Et là, on a probablement tort. On pourrait possiblement commencer par la mox, ginta, vanco. On a du mal à se passer de la vanco à cause des infections sur cathéter, évidemment. Alors, s'il n'y a pas de cathéter, on ne met pas forcément la vanco. Pardon? Non, déjà, il faut faire la preuve qu'il y a bien l'infection sur cathéter. Donc, on le retire, nous, s'il y a 2 hémocs positives, mais pas s'il y a une seule hémoc. Ça dépend de l'antibiogramme et si l'enfant est porteur d'une BMR, parce que nous, on fait le dépistage systématique du portage de BMR. Donc évidemment, si l'enfant est porteur d'une bactérie multirésistante, en première intention, on traitera cette bactérie dans le spectre. Donc le méropénème, ce n'est pas de première intention tout venant, ça peut être mis si l'enfant a une bactérie multirésistante ou en fonction du germe qu'on va identifier de l'antibiogramme, bien sûr. Professeur David. Oui, moi je veux toujours défendre la stratégie du garde-veine. C'est une stratégie entre l'hospitalisation et l'hospitalisation à domicile. Un enfant qui a un garde-veine, qui vient et qui revient, il reçoit sûrement et certainement son antibiotique. Un enfant qu'on met sous antibiothérapie orale, on a fait beaucoup de travaux, je pense que Mal'aini doit être au courant, des méningites qu'on a traitées 3-4 jours, et après les enfants partent par amoxicilline, par Perros. Mais un nouveau-né,
moi je vous dis ce que je pense. Vous pouvez être d'accord, ne pas être d'accord, c'est votre problème. Quand on met une garde veine, on est sûr que l'antibiotique ira jusqu'à J7, J8, J9. Le temps qu'on voudra. Les parents, ils sont compliants. C'est un problème de compliance. Mais un enfant qu'on va mettre sous oral, c'est un enfant qu'on peut perdre au bout de J3, J4. Non, uniquement pour dire que la stratégie de garde-veine, pour des équipes qui connaissent bien les enfants, qui mettent bien un garde-veine, c'est extraordinaire. C'est ce que je voulais dire. Donc, il ne faut pas la bannir. On parle de... On ne bannit pas l'intraveineux. Seulement, lorsque nous parlons de l'infection néonatale bactérienne précoce, c'est l'amoxicilline. C'est 2 injections par jour. Lorsque vous mettez un garde-veine pour un malade qui est à Boknedel, vous pensez qu'il va venir à 8h et revenir à 20h? Il viendra. Il ne vient pas. Allah يهديك السي عبيد. On gère des milliers. Non, moi, c'est affilé, elle a la parole. Non, moi je réponds à Robert. Il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'il faut voir les choses philosophiquement dans un contexte. Au Maroc, si on ouvre la boîte de l'antibiothérapie orale au nouveau-né, je peux te dire qu'on aura du mal à revenir là-dessus. Et nous allons avoir beaucoup de décès. S'il vous plaît. Il faut l'envoyer à un endroit qui savent poser la voix. S'il vous plaît. Sur les gros bébés, où on devient nul, on trouve toujours une solution. On fait des émocs systématiquement avant de commencer l'antibiothérapie. Enfin, l'expérience des centres où j'ai tourné, on trouve rarement du strepto. C'est exceptionnel. On a du colis, du Klebsiella, du machin. Mais on trouve rarement du strepto. Alors, je ne vois pas comment vous trouvez le strepto. Où est-ce que vous trouvez ce strepto? Quelles sont vos preuves que c'est du strepto? Donc, pour chez les mamans. Donc, il y a des études, donc il y a déjà le portage chez la maman avec les risques de rupture. Donc, ça a été objectivé. Donc, il y a des protocoles, donc, je crois, en France. Bien sûr, vous avez le test qui est positif avec un risque facteur de risque, parce qu'on ne traite pas les facteurs de risque. On traite une infection prouvée. Donc, ça dépend du tableau clinique. On ne traite pas un nouveau-né asymptomatique, c'est lui qui pose le problème. Je comprends que vous traitez. Nous aussi, on ne traite pas les comme ça. Oui, Jalal, écoute. Lorsqu'on a rédigé la recommandation, et là je rejoins CFLL et ça tourne autour de tout ce qu'on était en train de discuter depuis tout à l'heure. Lorsqu'on a rédigé la recommandation nationale de bonne pratique, on n'a pas parlé de la voie orale. Il n'y a aucun moment on a dit traiter les gens par voie orale. Et aujourd'hui, on ne dit pas traiter les gens par voie orale. Parce que ce qui devrait être fait dans des équipes qui ont l'expérience, qui ont des protocoles internes, ficelés, rédigés, qui prennent tous les verrous de sécurité, dont l'APL par exemple, dont a parlé Mustafa. Lorsqu'on a rédigé la recommandation, on a la voie injectable. Même le garde-veine, il s'agit de l'amoxicilline, on ne peut pas dire aux gens venez à 8h et venez à 20h. Donc, la ما كيمغيرجعوش السي عبيد راه بوقنادل والسلا والناس ما عندهمش باش يركبوا وخميسات وتيفلت c'est le Maroc. Il faudrait également être pratico-pratique. Donc aujourd'hui, c'est la voie injectable. Seulement, nous sommes dans un partage d'expérience. Cohen a parlé d'un fait scientifique qui est là. J'ai parlé d'une expérience que nous faisons. Mais en aucun cas, d'ailleurs même les gens qui sont formés chez moi, qui font le résidana, je leur dis jamais, une fois que vous êtes à la périphérie, traitez par voie orale. Parce que les conditions ne le permettront pas. Les équipes locales ne peuvent pas avoir des protocoles clairs et nets avec des suivis, avec tous les prélèvements qu'il faut faire au préalable, etc. Pour strepto B, lorsqu'on a écrit des recommandations, on les a bâties sur les données épidémiologiques nationales. Et on a fait des études qui ont montré que les Marocains ne sont pas différents des autres. Il y a 24% de colonisation par le strepto B chez les femmes marocaines. Nous, on a pris une habitude également dans le centre depuis quelques années. Lorsqu'on a un risque infectieux majeur chez le bébé, on demande
aux collègues gynécos de faire aussi des prélèvements chez les femmes s'ils n'ont pas fait des prélèvements en anténatal. Et donc, oui, on a conforté cette histoire de 24-25% de portage, et les 3/4 de nos infections sont des strepto B. Il y a une portion de strepto D aussi. Il y a très peu d'E. coli. Et il y a malheureusement de plus en plus de Klebsiella multirésistants. On commence à en voir. Voilà l'écologie bactérienne. Je pense que les choses sont claires pour qu'on ne sorte pas ici avec des données déformées ou de nous faire dire ce qu'on n'a jamais dit. Merci professeur Barakat. Donc le volet de consensus national, donc le protocole qui a été rédigé, il vise deux choses. D'abord, c'est permettre aux praticiens dans le secteur libéral de traiter pendant une durée qui est correcte, parce que c'était avec l'Agence nationale des maladies. Ça veut dire que vous avez 7 jours de traitement, et ça va éviter de traiter pendant 2 jours dans la clinique et faire, donc recevoir le nouveau-né au cabinet pour compléter les 5 jours. Donc il reste de ceftriaxone. Ce sont des habitudes de nos confrères, on a déjà discuté. Donc ça, c'est pour vous dire que vous avez les molécules. Je ne parle pas de général. Non, pardon. Je m'excuse. Je n'ai pas encore terminé. Excusez-moi, s'il te plaît. Docteur, je n'ai pas terminé. Essayez de le généraliser. La majorité. C'est Bouhmouch. On ne vise personne. Donc, je ne dis pas. Non. Ce qui nous intéresse, c'est respecter donc les données épidémiologiques, respecter donc le consensus donc qui est national, et en plus rejoindre tout ce qui est donc pratiqué partout au monde. Donc la durée ici au minimum 7 jours, c'est pas 5 jours, c'est pas 2 jours, d'accord. Il n'y a pas de preuve, donc si les hémocultures ne sont pas positifs que dans les meilleurs centres 21, vous pouvez me corriger à 30%. C'est un consensus, mais nous devons toujours discuter, mais on ne vise personne. La voie orale, ça a été largement discuté. Il y a des travaux qui ont été publiés, mais ce n'est pas dans le consensus national. Donc, juste pour vous dire qu'on est toujours là, on discute, mais on ne vise personne. Donc, ce sont des pratiques de certains collègues et que je respecte, d'accord. Bon, j'ai la chance, j'en ai 2 là. Donc pour revenir, le consensus, on en a discuté avec Mme Barakat, on ne l'a pas reçu. Je ne sais pas s'il y a des collègues dans le privé qui ont reçu ce protocole. Rassure-toi, il vient d'être validé. Magnifique. D'accord. Théoriquement, on a le droit le mois prochain de le distribuer. Donc nous, notre rôle, c'est de le diffuser au maximum auprès des collègues. Et ça, je peux vous donner l'assurance qu'il sera diffusé et on fera tout pour que tout le monde puisse l'avoir et puisse le consulter, le digérer et puis l'appliquer. Ma deuxième question, ce protocole, c'est excellent, probablement parce que c'est fait par des gens qui sont sérieux et des gens qui travaillent dans le domaine depuis longtemps et qui ont une expérience du terrain. Est-ce qu'on a prévu un système d'évaluation? De dire, par exemple, nous, dans le secteur privé, est-ce qu'il y aura une grille? Est-ce qu'il y a une application? Est-ce qu'il y a un logiciel pour lequel on va pouvoir introduire et mettre les données pour qu'on ait une analyse et un retour? Parce que c'est ça ce qui est important. On peut faire autant de protocoles qu'on veut. Si on n'a pas d'évaluation qui est claire, qui est positive, avec nos données, et on en a parlé plusieurs fois, avec les données que nous, on peut avoir. Parce qu'il y a les publications, il y a plein de choses, mais à côté de ça, nous, on a des moyens. Il y a des gens qui vont pouvoir faire plein de trucs, multiplex, tout ce qu'on veut. Il y a des gens qui ne vont pas pouvoir faire des choses très simples. Et donc, il faudra qu'on puisse avoir une évaluation qui nous permet de trancher. Parce que là, c'est des recommandations. Et c'est des recommandations qui vont changer. Par la force des choses. Et pour les changer, il faudra effectivement qu'on soit tous travailler dans la main. C'est ça ce que je veux dire. Et qu'on puisse aboutir à des résultats. Voilà. Donc, vous avez parfaitement raison. Et merci d'avoir posé cette question. Je vous explique. Les recommandations de bonne pratique ont été rédigées par des gens qui représentent tous les secteurs. Il y a le secteur universitaire, il y a des gens praticiens néonatologistes privés, il y a des praticiens qui sont dans la périphérie, qui font la néonate, dans les CHR et les CHP. Parce que, comme tu dis, si je rédige un protocole que seul le CHU peut
appliqué, il ne sert à rien ce protocole. Donc, le premier souci était l'applicabilité là où se trouve le nouveau-né. Ça, c'était le premier souci. Le deuxième souci de toutes les recommandations de bonne pratique, c'est d'avoir une évaluation continue, parce que la recommandation n'est pas figée, elle est évolutive, elle est changeable en fonction des données épidémiologiques, des avancées de la science, etc. Donc, il est prévu que cette recommandation, une fois qu'elle est mise, d'abord, vous savez, le processus de recommandation de la NAM, c'est un processus long. Il fallait d'abord la rédiger, ensuite les donner à des lecteurs pour la lire et l'évaluer. Et la phase finale, c'est là où on en est aujourd'hui, c'est la validation finie par le ministre de la Santé qui va la remettre de nouveau à la NAM pour lui dire « vous avez le go pour la diffuser ». À ce moment-là, nous pouvons la diffuser à toutes les sociétés savantes marocaines qui peuvent la diffuser à tous leurs adhérents, à tous les niveaux, du CHU, privé, public, CHR, CHP, là où se trouve le nouveau-né. Et ensuite, on va mettre en place un système d'évaluation, non seulement de l'applicabilité, mais aussi de l'efficience et l'efficacité sur le terrain, afin qu'on puisse dans 2 années venir et dire oui, c'est une recommandation qui est valable pour nous, ou bien c'est une recommandation qu'on doit revoir pour qu'il soit plus pratique, ou bien on doit la compléter par d'autres éléments qui ont été occultés en rédigeant la première. Sachant qu'on n'a parlé que du nouveau-né au-delà de 35 semaines et du nouveau-né à terme. On n'a pas parlé du prématuré, et vous savez très bien que c'est la première fois dans la vie de la néonate au Maroc qu'on rédige une recommandation. Donc, je pense que c'est un processus pour lequel je fais un appel à toute l'assistance ici qui pratique la néonate et même aux collègues biologistes, aux gynéco-obstétriciens, enfin à tous les praticiens qui sont autour du nouveau-né, si on veut réellement aboutir à des choses utiles pour nos nouveau-nés. Puisque j'ai le micro, Madame Delphine, que pensez-vous de l'application du colostrum au niveau de la cavité buccale comme moyen également de protection de la flore intestinale? J'ai lu quelques articles dessus, quelques recommandations, notamment les Canadiens insistent beaucoup sur ça. Pour le prématuré. Nous, on le donne dans l'alimentation en fait. On ne le met pas spécialement à la cavité buccale, ça fait partie de l'alimentation qu'on va donner dès les premiers jours. En tout cas, il n'y a pas de contre-indication à donner le colostrum. Notamment, il y a des restrictions pour les mères CMV+, on ne va pas rentrer dans le détail, mais pas pour le colostrum. J'ai une question pour Jalal. Jalal a dit qu'il n'avait jamais de streptobé dans ses prélèvements. J'ai une seule question à te poser. Combien de mères ont déjà reçu les antibiotiques avant que tu fasses le prélèvement? Hein? Dès que vous avez reçu une dose d'amoxicilline, la mère, le streptobé est tellement sensible aux antibiotiques que tu ne peux pas en avoir. Et ça ne joue pas sur la qualité, parce que sinon, le streptobé, ça pousse très facilement. Ce n'est pas le problème. Mais si la mère a reçu une dose d'antibiotiques depuis plus de 2 heures, a fortiori, si on l'a mis sous antibiotiques avant, tu n'auras pas de streptobé. Et c'est pour ça que vous avez des Klebsiella. Quand tu mets de l'amox, dans l'écosystème, ce qu'il va y avoir, c'est de la Klebsiella prédominante. C'est connu depuis 30 ans. Pas suffisamment. Les mamans qui sont colonisées, bien sûr, ils bénéficient de traitements avant. Mais quand on reçoit une maman qui n'est pas colonisée, dont les prélèvements étaient négatifs, et dont le nouveau-né présente des symptômes évoquant une infection, quand on fait des émocs, on ne trouve pas de streptobé. Alors, la deuxième question, pour les césariennes, parce qu'il y a un taux de naissance en césarienne qui est assez élevé, la majorité des femmes ont il y a du bruit, ont une antibioprophylaxie. Systématique. Systématique. Et c'est un excellent éradicateur de streptobé. Donc tu prends les femmes qui ont une césarienne, tu prends les porteuses et tu regardes à la fin ceux qui n'ont pas reçu d'antibiotiques depuis 1 semaine. C'est la seule explication pour dire qu'il n'y a pas de streptobé. Les femmes marocaines, c'est les mêmes que toutes les femmes dans le monde, et c'est de tous les hommes. On a tous du streptobé dans le tube digestif. Il a la particularité d'être très sensible aux antibiotiques, et c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça qu'on peut se permettre de relais Péros avec
avec la MOC, c'est pas pour On va revenir reste. là-dessus. Voilà. Donc, Delphine, j'ai une question concernant l'utilisation de l'ibuprofène par voie orale. Pour l'utilisation de l'ibuprofène par voie orale. Moi, j'en ai pas l'expérience. Je vais vous montrer. Nous, on le fait par voie. On fait déjà en première intention le paracétamol, de toute façon, de plus en plus dans les services en France. Et c'était pour vous montrer cette méta-analyse qui considère toutes les pratiques et que finalement, parce que ça pourrait intuitivement faire peur en se disant on va encore plus perforer le tube digestif. Et finalement, ce qui est montré, c'est que c'est ce qui marche le mieux et ce qui est le moins délétère. Donc, professeur Aboussad, il a déjà une expérience locale. Donc, je ne sais pas ce qu'il est là. Donc, il a une expérience au CHU de Marrakech. Le professeur Aboussad, il a déjà utilisé, donc il a présenté ça et il avait moins d'effets secondaires, mais je crois qu'il a été critiqué. Bon, sur l'étude, donc il a été critiquable. Sur le design de l'étude. Donc, on a arrêté donc l'utilisation de ça. Regardez cette méta-analyse. Okay, merci. Ouais. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de bébés qui partent et qui sont sous ceftriaxone en IM pour éviter la voie veineuse. Et donc, le ceftriaxone apparemment n'a pas sa place actuellement en néonatologie. Donc, sinon, il faut commencer d'emblée soit l'ampicilline Janta ou ampicilline amiclin si on pense à un colis. Et éventuellement, si on ne peut pas garder l'enfant hospitalisé... Si vous pensez à un colis, si vous pensez à une bactérie résistante, oui, parce que la Janta marche sur le colis. Oui, c'est ça. Et si on ne peut pas garder un enfant hospitalisé ou perfusé, autant le mettre sous ampicilline Péros plutôt que de le mettre sous ceftriaxone IM. Non, mais oula, c'est pas ce qu'on a dit. Non, ce qui se fait chez nous, pas vous. Oui, mais en fait... Il y a beaucoup de bébés qui sortent... Mais vous avez entendu ce qu'a dit M. Cohen. Justement, je réagis à... Oui. Ben non, il dit que sur les colis, il ne faut pas... Sur les Escherichia coli, il ne faut pas traiter Péros. C'est que le strepto B, on traite Péros. Il a dit pour le strepto B, vous pouvez au bout de 48 heures, quand vous êtes sûr qu'il n'y a pas de méningite, vous pouvez passer Péros a priori, mais pas sur le colis. Oui, c'est ça. Voilà, le colis c'est IV. C'est ce que j'ai compris moi. Nous on fait IV de toute façon, nous on ne fait pas Péros. Ma question en fait, quelle est maintenant la place du ceftriaxone? Mais c'est pas en première intention, ça a de la place en fonction de l'antibiogramme du germe. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de donner en première intention des antibiothérapies à large spectre, parce qu'on traite des enfants pas malades, parce qu'on n'est pas capable de discriminer, on donne des antibiotiques à large spectre, donc on ne traite pas les bons patients et on ne traite pas les bonnes bactéries. Donc c'est une catastrophe. Donc en première intention, sur un enfant qui n'est pas plus mal que ça cliniquement, c'est Ampi, Pénigé, Janta. Et bien sûr, si l'enfant va pas bien, si vous sentez que ça va pas, qu'il est vraiment très mal, qu'il se dégrade, donc la mère a reçu des antibiotiques de façon prolongée, parce que là on a pu sélectionner, vous passez à plus large spectre. Mais la majorité des enfants que vous traitez sont stables. Et vous avez, en tout cas, ils ont des petits signes cliniques, mais c'est pas une catastrophe, c'est pas un choc septique. Et puis, voire même, vous avez un doute, vous traitez par précaution parce que vous avez des signes cliniques, mais vous n'êtes pas formellement certain qu'il y a l'infection, donc c'est pas la peine de taper large. Et vous ajustez en fonction de l'évolution clinique, et si vous avez la chance d'avoir un antibiogramme. Oui, ça c'est rare. Oui, j'ai très mal compris. Est-ce que la ceftriaxone, il faut la bannir? Je vous ai dit deux premières intentions. Attendez, s'il vous plaît. Oui. Madame Barakat, M. Malani, elle a dit ouais, c'est contre-indiqué, il ne faut pas. Mais non, c'est pas ce que je vous ai dit moi en tout cas. De première intention. Ce que j'ai compris de Mme Barakat et M. Malani, est-ce qu'il ne faut pas continuer à prescrire la ceftriaxone? Est-ce que c'est contre-indiqué ou pas? Alors écoutez, chez le nouveau-né. Dans la recommandation de bonne pratique, voilà ce qu'on a dit. Lorsqu'on a des situations à risque mineurs, on les a encore classifiés, quoique dans les dernières guidelines internationales, les gens ne classifient pas. Nous, on a encore classifié. Pourquoi? Parce que la majorité du temps, celui qui va prendre la décision d'orienter l'enfant vers l'hospitalisation ou pas, c'est la sage-femme. Parce que c'est ça la réalité du terrain. Il faut partir de la réalité du terrain. Donc on les a classifiés. Il y a une catégorie des nouveau-nés pour lesquels on a dit ceux-là, on va les garder en maternité avec une fiche de surveillance et des périodes de surveillance bien strictes. On ne va pas mettre d'antibiothérapie, on ne va pas faire du bilan. Ça, c'est une première catégorie de bébés. Une deuxième catégorie pour laquelle le risque d'infection est élevé, mais qui sont asymptomatiques. On a dit qu'il fallait les hospitaliser.
Et c'est là où l'antibiothérapie de première intention, c'est l'ampicilline et la gentaline. On ne va pas les mettre parce que ceux-là, cette catégorie de bébés qui aujourd'hui présente la majorité, sont aujourd'hui mis sous C3G, ampicilline, aminoside. Si le message aujourd'hui est de ne plus faire ça, on a atteint un objectif déjà très important. Il ne faut plus faire ça. Ceux-là, il faut les mettre sur ampicilline Genta, faire un bilan, et surtout, ce qu'a dit Mme Delphine, et c'est fondamental, on a démarré, il faut évaluer est-ce qu'on doit arrêter à 36 heures, au maximum 48 heures ou pas. Si on n'a pas d'argument pour l'infection, ben on va arrêter au maximum à 36 heures, 48 heures. La troisième catégorie de nouveau-nés, ce sont ceux que vont recevoir les gens qui font la réanimation, qui vont être reçus dans un tableau critique de sclérème, d'état hémodynamique grave, etc. Ceux-là, on élargit le spectre parce qu'on craint de ne pas couvrir correctement le germe. Mais seulement, on va mettre alors une C3G, ampicilline, aminoside. Seulement, on va mettre la céfotaxime, pas la ceftriaxone. On va mettre la céfotaxime. Et puis, on va surtout, encore une fois, réévaluer la situation. Parce qu'un bébé peut être mal parce qu'il a une cardiopathie congénitale. Et donc, il faut savoir arrêter. C'est ça le message fondamental de Mme Delphine aujourd'hui qui est primordial. Arrêtons, parce que lorsque je passe dans les hôpitaux périphériques chez les collègues, je constate encore que 90% des gens traitent par triple antibiothérapie et 10 jours. Si on retient aujourd'hui qu'il faut bannir ça, on l'a gagné. Est-ce que c'est clair maintenant? C'est clair? Maintenant, la pratique du privé, c'est des cabinets, c'est autre chose. Ce qui est recommandé, c'est de rentrer vraiment dans ces guidelines que je viens de dire. Un bébé qu'on doit traiter pour infection, on doit l'hospitaliser. On ne doit pas les traiter au cabinet en ambulatoire. C'est bon? Pour la contre-indication, il peut me corriger, Delphine, c'est dans les recommandations françaises de 2017. Donc c'est contre-indiqué, c'est noir sur blanc dans le consensus des recommandations du HAS. Donc je rapporte juste ce qui a été publié. La question c'est ça, c'est contre-indiqué, il ne faut plus prescrire ceftriaxone, qu'on soit clair. Céfotaxime, il y a ça fait la ceftriaxone, je parle. Non, donc il ne faut plus acheter, il ne faut plus. C'est ça la question. Voilà ma question ceftriaxone, on met la ceftriaxone. C'est pas un problème. De préférence, on met la ceftriaxone. Mais ce n'est pas une contre-indication au ceftriaxone. Non, il faut expliquer aux gens pourquoi. Je veux compléter ce que vous voulez dire. Professeur. Pour le passage à la voie orale, en intraveineux, kiff, ampicilline, amoxicilline. Mais pour passer à la voie orale, c'est amoxicilline et non ampicilline. Ampicilline, c'est 30, 40, 50% d'absorption digestive. L'amoxicilline, c'est 90, 95% d'absorption. Donc, c'est pas les antibiotiques en IV, ils sont kiff, mais par voie orale, ils commencent à se différencier. Donc, merci à tous. C'était très passionnant, en tout cas. J'espère que les messages sont passés. Merci Delphine pour l'effort de faire ces deux grands exposés en respectant le temps. Et on aura une pause.